Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Ça y est, c'est demain que les militants, les Républicains vont voter. On parle d'un peu plus de 140 000 adhérents. Est-ce que ce n'est pas un petit peu petit pour donner de l'élan au candidat ou à la candidate? On verra bien qui sera choisi dans les prochains jours. Non, parce que les Républicains, c'est une vraie formation politique de gouvernement. On le voit non seulement avec ceux qui sont venus nous rejoindre maintenant, nous sommes près de 150 000. C'est une bonne dynamique. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, pendant la campagne de 2007, nous avons réussi ensuite à monter à 350 000 adhérents et nous avons gagné cette élection présidentielle. Donc c'est un signe de rassemblement dans notre famille politique, c'est un signe de dynamique et c'est une prémisse de victoire, je pense. Mais est-ce que ça a prouvé la maturité politique de votre famille, en tout cas à travers les débats qui sont déroulés, le fait qu'aucun des candidats finalement ne s'est véritablement agressé comme ça avait été le cas en 2016? C'est d'abord et grâce à Christian Jacob, il faut le dire, ce que tout le monde croyait improbable et même impossible, c'est la réunion de tous les candidats, c'est l'unité et c'est la volonté pour chacun aussi de respecter les règles du jeu. Nous n'aurons qu'un seul candidat à l'élection présidentielle représentant la droite et le centre et ça c'est la première des victoires. Mais il est où Donc le centre chacun est revenu. Mais vous savez que les Républicains, c'est la droite et le centre, en fait. Parce que quand nous avons fondé l'UMP à l'époque, nous avons rassemblé le RPR, l'UDF et Démocratie libérale. Donc nous avons fondu cette grande famille politique de la droite et du centre. Donc oui, le centre est également chez nous. C'est une réalité, même si ça peut déranger certains. Alors en tout cas, quel que soit le candidat ou la candidate choisie, l'image du pacte gouvernemental que forment les 5 candidats est de nature à rassurer les Français. C'est vrai, c'est une vraie équipe de France et que ceux qui étaient partis soient revenus et fassent preuve de responsabilité pour que notre famille de pensée puisse gagner cette élection présidentielle. Il en va de l'avenir de la France et c'était important et je dirais même indispensable. Donc c'est bien que tout le monde soit revenu. C'est bien aussi quand certains ne quittent pas leur famille politique. Là du coup je pense à Michel Barnier que je soutiens parce qu'il est déjà, il en a fait la démonstration d'un vrai rassemblement puisque c'est lui qui a eu sur sa candidature le plus grand nombre de parrainages d'élus, de parlementaires. C'est plus de 700 parrainages dont il a disposé. C'est déjà la démonstration du rassemblement autour de sa candidature. Donc c'est important. Mais est-ce que les débats, encore une fois, lui ont permis de s'acclimater à cette forme de joute médiatique ou pas ? Écoutez, les débats, vous savez, Michel Barnier a excellé dans les négociations internationales puisqu'il a été le négociateur du Brexit. Il est plus rompu aux exercices qui étaient hors caméra pendant que les autres étaient dans les débats régionaux à être sur les plateaux télé. Mais c'est pas ça que je regarde vraiment. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui font des bons plateaux télé qui sont des très mauvais politiques. Regardez le président de la République, c'en est l'exemple criant. Non, je crois que ce qui est important, c'est d'abord son contact avec les militants. C'est quelqu'un de très proche des gens, c'est quelqu'un qui sait écouter, travailler en équipe. Et puis surtout, moi, ce qui me frappe, parce que vous savez, on ne s'improvise pas président de la République. Et lorsque Michel Barnier a été élu conseiller général, puis a présidé le département de la Savoie pendant plus de 17 ans, il a été député, il a été sénateur, il a été ministre. Quand vous avez des présidents qui vous accordent sa confiance, leur confiance, et qui ensuite vous choisissent comme commissaire européen pour être le commissaire européen désigné par la France, c'est donc une preuve et le gage de la compétence, de la responsabilité, du sérieux. Et ça, je crois que quand on veut être président de la République, ce sont des marques importantes. Et pour moi, voilà en quoi il coche toutes les cases. Si vous avez la confiance renouvelée des électeurs, la confiance des chefs d'État, et la confiance des militants, eh bien, je pense qu'il serait le mieux à même de rassembler notre famille politique et les Français par la suite. Il n'y en a pas un qui va éclipser tout ça, c'est Éric Zemmour qui doit annoncer sa candidature aujourd'hui, une vidéo, un 20h ce soir. Est-ce qu'il va y avoir un rebond de la candidature Zemmour qui avait un peu pris l'eau ces derniers jours ? Moi, je lui avais déconseillé très amicalement de partir dans cette aventure parce que je viens de vous le dire, on ne s'improvise pas président de la République. Je crois qu'il faut une grande expérience d'élu local, de parlementaire, la connaissance de la machine internationale. Et puis, je vous rappelle quand même que la France, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est la seule puissance européenne à détenir l'arme nucléaire. Et quand on doit représenter cette puissance mondiale, il faut beaucoup de calme, de sérieux, de réflexion. Ce que n'a pas Éric Zemmour. Pas d'improvisation et surtout pas de réaction inappropriée. Le doigt d'honneur, c'était inapproprié ?
Bien sûr, mais je pense qu'il l'a reconnu, c'est inapproprié, mais en même temps, vous savez, quand vous êtes dans une campagne électorale qui, c'est vrai, est d'une violence incroyable. D'ailleurs, je dénonce sur ce plateau, parce qu'on parle du doigt d'honneur d'Éric Zemmour, mais quand même, il faut voir la violence qui est faite à sa candidature, au débat qu'il veut porter. Il a le droit, nous sommes en démocratie, il a le droit de porter un débat, et moi je lui reconnais le courage de poser sur la table des débats qui sont essentiels, notamment les zones de non-France que je dénonce depuis très longtemps dans les quartiers. Il le fait. Donc il a raison de poser sur la table certains débats. Mais en même temps, je ne peux pas accepter que lorsqu'il va quelque part, on entrave sa venue. Moi, je l'ai reçu dans mon département. Nous avons fait un dîner-débat autour d'un de ses livres. Ça a été extrêmement intéressant. De quel droit empêche-t-on un candidat, quel qu'il soit, de venir s'exprimer sur le territoire français? C'est une honte. Ça, il faut le dénoncer. Il tire à boulet rouge sur les Républicains, sur cette primaire qui désignera, dit-il, le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Pour être président de la République, il faut savoir rassembler. Or, je constate qu'Éric Zemmour rassemble contre lui à l'heure actuelle, puisque visiblement, il semble s'en prendre à tout le monde. Quelle idée de s'en prendre aux Républicains avec qui j'ai débattu avec lui, j'ai plaisir à débattre avec lui. Pourquoi? Je veux dire, nous représentons la droite. Quelle est sa méthode? Je ne vois pas la méthode d'Éric Zemmour. Je vois un homme seul, polémiste de métier, qui fait très bien ce métier-là, et qui veut s'improviser président de la République parce qu'il s'est mis en tête de vouloir sortir la France du déclin. Ceci étant, l'objectif est louable. La méthode, quelle est sa méthode? Quelle majorité parlementaire aura-t-il autour de lui? Quelle est la réalité de son programme? Voilà, c'est sérieux d'être président de la 6e puissance mondiale. Il a réussi à affaiblir Marine Le Pen, mais pas au point, évidemment, de la sortir de la course. Bien au contraire, ça vous arrange? Ça fait vos affaires? Moi, bon, on voit bien qu'ils essayent de se disputer quelques thématiques. Moi, ce que je souhaite, et dans ma famille politique, c'est ce que nous voulons, rassembler une majorité de Français pour avoir une vraie alternative crédible à Emmanuel Macron. Parce que notre adversaire aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. On voit bien la situation de la France, l'insécurité est partout, l'immigration n'est pas contrôlée. On voit ce qui se passe en Outre-mer aujourd'hui. On a un président qui par le manque aussi d'expérience qui a été la sienne, est souvent dans l'improvisation, dans le discours et rarement dans les actes. Moi, j'attends d'un président de la République qu'il y ait du sérieux avec un gouvernement puissant. D'ailleurs, c'est ce que veut faire Michel Barnier. C'est qu'il a une méthode de gouvernance qui est respectueuse de notre Constitution. C'est-à-dire qu'il considère que le président préside, mais le gouvernement, qui doit être une équipe expérimentée, doit gouverner. C'est important. Deux questions d'actualité. La crise des migrants à Calais. Gérald Darmanin plaide pour un nouvel accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, sans vouloir remettre à plat les accords du Touquet qui nous confient les frontières britanniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez, vous, les Républicains? Les accords du Touquet avaient été signés à l'époque lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Je crois que, comme l'a dit Michel Barnier, et contrairement à d'autres, il faut remettre à plat les accords. Il ne faut pas les dénoncer, il ne faut pas les jeter à la poubelle, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On sait très bien que dans ces accords, il y a justement la sécurité du côté du tunnel de la Manche, donc la sécurité ferroviaire, sécurité du côté du port, mais qu'il n'y a pas le long du littoral. Donc il faut renforcer cette sécurité. Et encore une fois, si on dit « Ah bah oui, mais allez, aux Anglais, débrouillez-vous, nous on va laisser les migrants passer, ils prendront le ferry. » Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France? C'est Xavier Bertrand qui dit non, mais ça veut dire qu'on crée un appel d'air et on veut faire de la France un grand corridor migratoire pour aller vers le Royaume-Uni, dont on sait que peut-être ils n'accepteront pas ceux qui veulent venir. Non, moi je pense qu'il faut travailler avec les Anglais de manière très ferme, c'est sûr, mais il faut surtout empêcher ceux qui veulent arriver à Calais de le faire. Donc il faut protéger nos frontières extérieures. Moi, voyez-vous, j'ai voté la semaine dernière contre le budget de l'Union européenne. C'est la première fois que je le fais. Pourquoi? Parce que dans ce budget, il y a 65 millions d'euros en moins dans le budget de Frontex. C'est un scandale. Nous devons donner les moyens à Frontex de sécuriser nos frontières extérieures. Il faut décourager ceux qui veulent venir et qui n'ont pas vocation à être chez nous parce qu'ils ne pourront pas avoir le droit d'asile. Ils ne répondent pas aux critères. Donc il faut que la demande d'asile se fasse aux frontières, qu'il y ait qu'un seul de l'Union alors. Mais aux frontières, mais bien sûr, et qu'il y ait qu'une seule demande, que la demande d'asile soit déposée avec un seul recours possible, parce que la multiplicité des recours fait que ça traîne. Non, il faut absolument faire de cette manière, et en même temps, il faut travailler avec
l'Union africaine. Quelle idée de considérer que la Méditerranée n'a qu'une seule rive. Il faut que le continent africain prenne ses responsabilités. D'ailleurs, moi, je propose que l'aide au développement soit conditionnée à la maîtrise migratoire des pays d'origine et qu'on aide au financement de la constitution de leur état civil et de titres d'identité sécurisés. Parce que c'est ça la crise des sans-papiers. Les gens sont sans-papiers, c'est sûr, il n'y a pas de titres sécurisés qui sont émis par les États d'origine. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut absolument régler cette question migratoire, dont je vous rappelle que les Verts, d'ailleurs, et M. Jadot souhaite mettre en place un statut de réfugié climatique. Alors, je ne vous dis pas, là, c'est plus une vague migratoire, hein. C'est un tsunami migratoire qu'on aura avec les propositions des Verts et avec les propositions de M. Jadot. Donc, il faut du calme, de la sérénité et de la fermeté et de l'humanité. Encore un mot d'actualité. À la Guadeloupe, Sébastien Lecornu a été très choqué des demandes de l'intersyndicale qui réclame notamment l'arrêt des suspensions de vaccination obligatoires pour les personnels soignants, mais aussi eh bien que l'on libère les personnes qui ont été condamnées pour violence envers les forces de l'ordre. Oui, c'est scandaleux, mais c'est aussi la démonstration qu'il est arrivé en état de faiblesse, les propositions qui lui ont été faites. Quand il a parlé d'autonomie, il a été très flou sur sa proposition, et c'est une proposition qui était totalement ubuesque. Je rappelle que lorsque nous étions aux affaires, Nicolas Sarkozy avait proposé à la Martinique un référendum sur cette question avec une vraie méthode et que ça avait été rejeté par les Martiniquais à plus de 80%. Donc c'est pas la question autonomique qui est en jeu aujourd'hui. C'est la question d'avoir beaucoup plus de pédagogie sur la question du vaccin dans un territoire comme la Martinique ou la Guadeloupe qui ont été touchés par ce qu'on a appelé la crise du chlordécone. Donc il y a un manque de confiance et donc il fallait une communication spécifique sur la vaccination plutôt que d'arriver à un état où on voit que... De guerre civile ? Quand on tire maintenant à balles réelles sur des forces de sécurité ou sur des journalistes, ça s'appelle comment? C'est grave. Donc il ne peut pas y avoir de dialogue sans retour au préalable de la sécurité. La sécurité et ensuite le dialogue. Le Covid, donc évidemment. Dernière question, est-ce qu'il faut fermer nos frontières pour nous prémunir de cet Omicron qui semble évidemment, on a les premiers cas à La Réunion aujourd'hui? Il faut fermer les frontières? Déjà, les vols en provenance d'Afrique du Sud ont été suspendus. Oui, mais il suffit de faire une escale à Amsterdam et personne ne vous contrôle à l'arrivée à l'aéroport. Je suis absolument d'accord. Et même si ça a été suspendu, je crois qu'il faut d'abord rappeler que la meilleure des protections, c'est les gestes barrières lorsqu'ils sont bien appliqués, la vaccination. Encore que j'aimerais des précisions pour ceux qui ont eu le Covid, comme je l'ai eu, et j'ai eu aussi une injection. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent sur cette question. Vous n'avez pas fait de deuxième dose pour non, puisque j'ai eu le Covid. Donc il y a une immunité, on va dire, naturelle, plus une injection. Donc il n'y avait pas besoin de 2 injections. Est-ce que il faut d'abord un examen sérologique? Il n'y a rien de dit là-dessus, sur ceux qui ont eu le Covid et qui ont eu une injection. Donc parce que moi, du coup, ça serait 2 injections. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Il y a un flou sur ce sujet. Donc, est-ce que d'abord, il n'est pas plus utile de faire un examen sérologique pour voir un peu l'immunité dont disposent les personnes plutôt que de gérer ça par statistique pour tout le monde? Est-ce que vous étiez favorable au pass sanitaire? Est-ce que finalement, ce n'était pas une bonne idée de l'avoir prolongé potentiellement jusqu'à l'été? Est-ce que le gouvernement n'a pas été clairvoyant là-dessus? Non, mais je pense qu'il fallait le faire, qu'il faut protéger au maximum les personnes les plus vulnérables. Mais je pense que la communication aussi sur cette question de la communication gouvernementale a été insuffisante sur les personnes fragiles et qui ont des comorbidités. Je crois que c'est vraiment là le vrai sujet majeur de protection parce que c'est ces personnes-là qui se retrouvent hospitalisées en réanimation. Est-ce qu'il faut que les tests redeviennent gratuits justement pour tenter d'endiguer cette nouvelle vague de Covid? Oui, mais vous ne pouvez pas avoir des tests gratuits tous les jours ou tous les 2 jours. Je veux dire, à un moment, vous savez, on ne peut pas dire que c'est des tests gratuits. Parce que quelqu'un les paye, c'est la sécurité sociale, ça veut dire tous les Français. Donc ça n'est pas gratuit. Et certains en ont abusé pour ne pas se faire vacciner. Donc moi, franchement, je suis très sceptique sur ce sujet. Il faut voir comment va évoluer l'épidémie. Moi, je pense qu'il vaut mieux, pour l'instant, continuer vers la vaccination. J'attends aussi des éléments d'information pour voir si le vaccin est utile et efficace face aux nouveaux variants Omicron, là. Parce que voilà, il y a aussi quelques questions où le gouvernement nous doit un peu de transparence. Mais vous êtes favorable à la vaccination et vous appelez tous ceux qui doivent à faire la 3e dose. Hein. Oui, je suis favorable à la vaccination. Je pense que plus nous serons vaccinés et plus les pays fragiles, nous aiderons les pays qui n'ont pas accès au vaccin, comme les pays africains. Moi, je pense que comme cette pandémie est mondiale, il faut faire des efforts, que les pays développés aident aussi les pays qui n'ont pas accès à ce vaccin. Il faut vacciner le monde entier, en fait. C'est ça le sujet.
Merci beaucoup Nadine Morano d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.